Dans la société d'autrefois, il est inconcevable de parler d'esprit, de fantômes et de possession par un démon. Ces formes de phénomènes paranormaux étaient considérées comme sataniques par la religion. Encore de nos jours, les phénomènes paranormaux demeurent un sujet tabou. Peu de gens témoignent de leur expérience par peur d'être jugés et pointés du doigt par la société dans laquelle nous vivons. Nous voulons donc vous informer sur les phénomènes paranormaux, vous expliquer ce qu'est un phénomène paranormal, ses formes d'apparition et les conséquences que celles-ci peuvent engendrer sur les gens qui les voient, les ressentent et les vivent. Je m'appelle Régis Ollery, je suis professeur titulaire en anatomie au département de chimie-biologie de l'UQTR. Et ma formation se résume en fait essentiellement à une spécialisation en anatomie après avoir obtenu un doctorat en médecine. Je veux essentiellement théoriser les questions qui tournent autour du paranormal, tout spécialement autour de ce qu'on appelle le syndrome de possession diabolique, mais je ne m'implique pas dans des recherches sur le terrain dans ces domaines-là. Je me cantonne au rôle de théoricien ou de philosophe de ces questions-là. Mon nom est Sylvain Lavoie, je suis le directeur et fondateur du BEP, qui est le Bureau d'enquête en phénomènes paranormaux. Alors, je m'appelle Mireille Thibault, je suis chercheur et auteur en parapsychologie. J'ai fait des études de psychologie. Le reste, ça a été fait de manière autodidacte parce qu'il n'y a pas encore d'enseignement vraiment au Québec à ce sujet-là. Je m'appelle Jacques Poirier, ma sœur Nicole. Il y a quelques années, nous avons fondé une entreprise qui se nomme Recherche et investigation en paranormal. Et depuis ce temps, on est ce qu'on communément appelle des chasseurs de fantômes. Mon nom est Sébastien Varenne. Je suis le fondateur de la société CIPEC Québec, qui est la Société d'intervention en paranormal et de l'étrange du Québec. Je suis à la fois enquêteur et intervenant en paranormal. Un phénomène paranormal, pour moi, ce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas encore expliquer aujourd'hui. Ça inclut ce que la science n'explique pas encore, mais qui touche l'être humain. Pour expliquer un phénomène paranormal, il faut prendre le mot, para, qui est un préfixe grec et qui signifie « à côté de ». Donc, c'est ce qui est à côté de ce qui est considéré comme étant la normalité aujourd'hui. Ça peut être un événement, une apparition, un ressenti, quelque chose qu'on compte comme étant pas normal, qu'on ne peut pas expliquer physiquement, que ce soit au côté scientifique qu'au côté logique. Peut-être que dans 100 ans ou 500 ans, ça va être normal. Mais aujourd'hui, dans les années 2000, on cherche encore des explications. On comprend un peu mieux comparativement à il y a 100 ans ou ce que la Bible pouvait écrire anciennement. On a trouvé des raisons logiques comme les champs magnétiques, des choses comme ça, mais c'est ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas encore expliquer aujourd'hui. La science se base sur une certaine méthodologie, entre autres sur la reproductibilité d'un phénomène. Les phénomènes paranormaux ne sont évidemment pas volontairement reproductibles. Donc à partir de là, l'étude est très difficile. Il y a par ailleurs énormément de fraude, évidemment. De fraude ou d'illusion. On peut très bien ne pas mentir en affirmant quelque chose, mais se tromper en affirmant quelque chose. Et tout cela ne fait pas très scientifique, en fait. Donc la science n'a pas beaucoup d'intérêt pour cela. Et quand elle se montrerait intéressée, eh bien là, elle ferait face à des difficultés d'intégration. Il y a des gens qui se sont fait refuser tous leurs articles scientifiques parce qu'on a su qu'ils s'intéressaient, par exemple, à la Bible. Il existe plusieurs types d'hantises. Déjà, en partant, il faut juste clarifier, c'est que généralement, quand on parle d'hantises, de maisons hantées, de lieux hantés, à peu près 90 % du temps, c'est des phénomènes naturels qu'on va appeler. On va réussir à les expliquer, soit avec, comme je parlais tantôt, des champs magnétiques, des choses comme ça. Il reste un 10 % où ce que là, on comprend un peu moins. Alors, à ce moment-là, de ce 10 %-là, on retombe encore à peu près à 9 cas sur 10 qu'on va parler de phénomènes résiduels. Un phénomène résiduel, c'est l'environnement qui a emmagasiné de l'énergie et qui va nous reprojeter en boucle la même séquence de film tout le temps. Autrement dit, du point A, vous voyez un fantôme sortir de la cuisine puis s'en aller dans la salle de bain,
Mais une fois rendu dans la salle de bain, il recommence dans la cuisine jusqu'à la salle de bain, ainsi de suite. Et au fil des années, à un moment donné, ça va diminuer et ça va disparaître. Il n'y a aucune interaction possible avec un phénomène résiduel, ce qui est la majorité des cas. Vous allez faire « Hey, il ne vous entend pas, il ne va pas se virer pour vous regarder ». Je m'appelle Julie Martin et je suis témoin de phénomènes paranormaux. À l'âge de 11 ans, on est déménagé d'endroit. Puis, dans cette maison-là, mon père, en même temps, avait vendu son commerce. Puis, le commerce était rendu à la maison. Puis, il y avait beaucoup de va-et-vient. Souvent, des gens venaient dans le cours, il manquait des choses, ils rentraient dans la maison. Mon père indiquait le chemin pour aller au sol, ces choses-là. Fait que je suis habituée à un va-et-vient dans la maison continu. À un moment donné, je suis seule à la maison. On est le soir, je vais toujours m'en rappeler, à peu près 7h30. Dans ces alentours, il fait noir, c'est l'hiver. Puis, je suis assise dans le salon, puis j'ai vu quelqu'un qui est parti de la porte, puis qui est descendu dans l'escalier du sous-sol. Puis là, j'ai dit, monsieur, je peux vous aider, comme je faisais avec toutes les autres. Puis, quand je suis arrivée, le sol, les lumières étaient fermées et il n'y avait personne dans la maison. J'étais seule. Et dans le petit 10 qui reste, là, on va parler d'entises intelligentes. Ça, ce qui veut dire qu'on a une interaction avec l'entité. Autrement dit, si on lui dit de cogner, il va cogner. Si on lui demande 2 fois, il va cogner 2 fois. Si on lui demande de nous toucher, il va nous toucher. De jouer avec un ballon, il va jouer avec le ballon. Ça, on va parler d'entité intelligente. La fois où j'ai eu le plus peur, je peux dire que ça a été une suite d'événements. Ça a été un temps de ma vie où j'ai eu le plus peur. Ça a duré vraiment, ça s'est échelonné sur plusieurs semaines. J'étais enceinte, puis on m'a expliqué qu'après ça, par la suite, que quand tu attends un enfant, c'est la pureté, tout ça qui s'en vient. Donc, c'est normal, peut-être certains phénomènes qui étaient plus grands, parce que je vivais encore là des phénomènes à cette époque-là, qui étaient là, des phénomènes, les lumières qui s'ouvrent, qui s'éteignent, la porte qui se rouvre, qui se ferme. Bon, c'est un quotidien que tu t'habitues à un moment donné qui n'est pas là. Mais là, ça semblait de plus en plus agressif. C'était quelque chose que j'avais jamais vraiment connu, jamais vu. Puis c'était agressif. Mon chat, il grognait comme un chien. C'était fou. Il se levait au milieu de la nuit puis il se mettait à grogner après je ne sais pas quoi. Je ne l'avais jamais entendu faire ça. À un moment donné, une nuit, justement, mon chat se met à paniquer comme ça. Je me lève pour aller à la salle de bain, puis on a une chambre, la chambre d'amis qu'on utilisait une fois par année quand on avait des amis de France qui descendaient, dans le fond, qui étaient là. La porte était toujours fermée. Tout ça, là, la porte était ouverte et j'ai vu 2 yeux rouges, tellement que je me suis attardée, puis j'ai regardé. J'étais comme pas sûre. Et oui, il y avait vraiment 2 yeux rouges dans la salle, au fond de la chambre. Puis je dois vous dire que je suis retournée. Je n'ai pas été aux toilettes. C'est sûr que tu retournes de bord, là, tu sais plus, tu te demandes est-ce que j'ai halluciné ou quoi que ce soit. Non, mon chat, il est encore agressif. C'était encore super intense et j'ai jamais été capable de redormir cette nuit-là, effectivement. Puis ça a continué après ça longtemps. Puis ça me tapait dans le dos, ça me réveillait, je n'étais pas bien. Puis à un moment donné, on est parti, on avait un souper un soir. Puis à chaque fois qu'on partait, on faisait toujours la même affaire, fermer toutes les stores partout, on laissait juste la petite lumière du poêle ouverte pour laisser une petite lumière. Puis on partait. Puis quand on est revenu ce soir-là, il était environ 1h du matin. Toutes les stores de la maison, même du sous-sol, tout était ouvert au complet. Et toutes les lumières de la maison, partout, étaient ouvertes. Nous sommes au Vieux Palais de justice de l'Assomption. Il a été construit en 1811 et a été classé monument historique par le gouvernement du Québec en 1973. Même si ça fait 200 ans que le bâtiment existe, l'apparition de phénomènes paranormaux serait plutôt récente. Le Vieux Palais de justice de l'Assomption a été inoccupé pendant 7 ans, soit de 1979 à 1986. Il a été sauvé in extremis de la démolition en 1987 par Mme Françoise Méran. Des messes noires célébrées par des étudiants du cégep pendant les années d'inhabitation du bâtiment seraient à l'origine des phénomènes paranormaux. Toutefois, leur constatation a été seulement en 1992. Je suis Marc-Antoine Jusson, farfadet de service au Vieux Palais de justice de l'Assomption. Dans la partie est, au rez-de-chaussée, il s'est passé plusieurs événements étranges. On peut l'associer à 2 entités. Premièrement, il y a Rosalie, qui est une ancienne femme de ménage qui habitait et qui travaillait là au début des années 1900. On l'a su par un médium durant un mariage qui nous disait, qui sentait sa présence puis qui pouvait communiquer avec elle. Alors,
L'autre entité, c'est quelqu'un qui serait mort d'une crise cardiaque en 1979. Cette personne-là travaillait au bureau d'enregistrement, puis il serait décédé là d'une crise cardiaque. Et puis, les bruits qu'on entend, c'est souvent dans les escaliers. On entend quelqu'un monter ou descendre les marches. Il y a eu plusieurs manifestations aussi dans le grenier de la partie est. Entre autres, quand il y a eu une visite guidée, on a senti un vent qui venait de nulle part. Puis les gens, il y en avait certains qui avaient des frissons, d'autres qui avaient chaud. En tout cas, c'était vraiment particulier comme situation. Et puis, juste à côté, il y a le grenier de la partie centrale, parce que pour accéder à ce grenier-là, il faut accéder par le grenier de la partie est. Et puis, donc, il y avait un passage secret pour accéder au grenier de la partie centrale. Puis on a su, entre autres, que ça servait pour la milice, pour éviter la conscription lors de la Première Guerre mondiale 14-18. On ne sait pas combien il était, combien de temps ça a duré, mais on a su que ça s'est vraiment passé. Mon nom, c'est Jonathan Jeunesse. Je suis l'ancien résident de la chambre numéro 7. J'ai été témoin de phénomènes paranormaux. Quand je rentre dans la chambre, c'est comme pesant. C'est comme si quelque chose me pèterait ses épaules. Le poil me lève ses bras, puis je comprends pas toujours pourquoi. C'est un peu... À toutes les fois que j'ai rentré dans la chambre, j'ai resté ici une semaine, puis à toutes les fois que je rentrais dans la chambre, j'arrêtais. J'étais plus capable. Je bloquais toujours au milieu de la chambre, puis je bougeais plus, je parlais plus, j'écoutais juste ce qui se passait. La deuxième nuit, je me suis couché, il était 5 h du matin. Puis quand je me suis réveillé à 9 h, je me faisais réveiller par quelqu'un qui cognait dans mon plafond. Mais il n'y a rien en haut, c'est un dépôt, là, le grenier. Puis l'autre nuit que j'ai dormi, la dernière, je me suis couché, il était environ 10 h, puis il était 3 h, entre 3 h et 3 h 30 quand je me suis réveillé, parce que j'entendais du monde promener comme des chaises dans le plafond, genre. Ça bougeait toujours. Fait que quand je me suis levé, parce que je leur demandais d'arrêter, puis quand je me suis levé en mettant mes pieds par terre, le son a arrêté. Sauf que t'es comme pas capable de... Tu sais, tu peux pas dialoguer avec, tu peux pas savoir qu'est-ce qu'il veut, tu peux jamais savoir, genre, à quoi t'attendre. Fait que les fois que je me suis fait réveiller, tu sais pas c'est quoi, fait que t'es comme dans l'incompréhension, puis c'est ça qui fait peur, je te dirais, là, de te réveiller la nuit, puis de pas savoir pourquoi que ça bouge dans ton grenier quand tout le monde dort, puis qu'il y a personne dans le grenier, même pas en plein jour, là. Fait que c'est un peu ça qui a rendu mon expérience, c'est un peu freak, là, si je pourrais dire, là. C'est un peu étrange. Ce qu'on va appeler le syndrome de possession diabolique, parce que le mot possession diabolique, c'est s'avancer beaucoup. Donc on va utiliser plutôt syndrome de possession diabolique. Premièrement, est-il nécessaire de s'y intéresser, c'est-à-dire est-ce que ça a été observé? Parce que si rien n'a été observé, ce n'est pas la peine de s'y intéresser. Les cas sont rares, mais certains dépassent effectivement tout ce que l'on peut connaître à l'heure actuelle. Un démon qui va posséder une personne ne commencera pas directement par rentrer dans la personne. Le démon vient pour faire peur, se nourrir de l'énergie de la personne. Si l'énergie de la personne est négative, dans la peur, dans la peine, tout est une énergie pour lui, il se nourrit de ça. Fait qu'il va prendre apparence pour faire peur à la personne, il va faire du bruit, il va cogner, il va la déplacer, il va peut-être même lui tirer les cheveux la nuit, jusqu'au point de peut-être entrer en elle, mais ce ne sera pas réellement ce que je vais appeler, moi, une possession. C'est plus une espèce de mini-attaque pour faire peur. Le cas le plus récent et le plus documenté, c'est celui de Anneliese Michel en Allemagne, ce qui a inspiré le film L'exorcisme d'Emily Rose, qui est en fait un documentaire sensiblement exact de ce qui s'est produit en Allemagne dans les années 70. Que s'est-il passé avec cette pauvre femme Emily Rose? Personne ne le sait. Ce que l'on peut par contre savoir, c'est que les diagnostics médicaux qui ont été posés et les diagnostics psychiatriques ne collent pas avec ce qui a été réellement observé. Mais l'explication nous fait défaut à l'heure actuelle. Il est sûr que la grosse majorité des cas de possession diabolique ou présumés tels sont à point de départ psychiatrique. Mais est-ce que 100% sont à point de départ psychiatrique? Ça, personne ne peut l'affirmer à l'heure actuelle. Un incube est un démon masculin dans la tradition qui agresse physiquement et sexuellement les femmes. Et il y a le pendant féminin qui s'appelle la succube, qui, elle, s'en prendrait aux hommes si on veut. Mais les cas d'incube sont beaucoup plus fréquents que les cas de succube. Pourquoi? On ne le sait pas trop. C'est donc une histoire qui est rapportée depuis des centaines d'années, je dirais même. Mais, étrangement, j'ai eu des cas modernes, une espèce de symptômes qui correspondaient autant à des témoignages anciens que modernes.
Et donc, quand on met tout ça ensemble, bon, ben alors la personne se sent incapable de bouger, paralysée, sent un poids sur la poitrine, entend des voix, parfois des respirations, se sent agressée et tout. Et là, on se rend compte que ça peut correspondre à ce qu'on appelle la paralysie du sommeil, qui est un trouble du sommeil de plus en plus connu par les spécialistes du sommeil. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le cerveau est réveillé, mais pas le corps. Alors, le corps, lui, continue d'être comme en état de rêve, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas pour ne pas courir pendant un rêve, par exemple, pendant un sommeil. Et la personne peut avoir des effets hallucinatoires. Alors, elle va entendre des voix, peut entendre des respirations, peut sentir une présence, des choses comme ça. Et là, elle commence à paniquer parce qu'elle est paralysée. Et là, ça peut faire une pression sur la poitrine. Il y a un manque d'oxygène associé à ça qui pourrait expliquer plusieurs autres symptômes. L'incube comme tel, donc, les témoignages correspondent. Ça semble véridique. Le témoignage comme tel n'est pas à remettre en question. La cause de ce que ressentent ces gens-là, par contre, pourrait peut-être s'expliquer de manière scientifique actuellement. Alors, le terme poltergeist est un mot allemand qui signifie esprit frappeur et on utilisait ça à l'origine pour signaler des cas de maison hantée un petit peu plus agressifs que ce qu'on voit habituellement dans les cas d'hantise. Les coups frappés étaient plus forts, les déplacements d'objets étaient plus violents, par exemple. Aujourd'hui, on définit le poltergeist comme étant un cas de phénomènes paranormaux, mais provoqués par un individu vivant qui se trouve donc sur place, mais qui inconsciemment provoque les phénomènes par une force qu'on n'a toujours pas identifiée. Alors, la théorie du poltergeist est intéressante et on peut remarquer que des individus qui provoquent des phénomènes dans un lieu précis, dans un autre endroit, provoqueront strictement rien. Il semble donc y avoir la conjonction d'un lieu et d'une personne vivante pour provoquer ce genre de phénomène-là. Mais on est loin d'avoir identifié toutes les données du problème. Mais est-ce que c'est l'endroit? Est-ce que c'est la personne? Et ça arrête à peu près dans les mêmes conditions qu'un cas d'hantise après quelques mois, soit l'individu mature qui a peut-être un rapport et le phénomène cesse de lui-même habituellement. On ne favorise pas l'apparition de phénomènes paranormaux. Ils sont là. OK? On ne les crée pas et je ne pense pas non plus qu'on puisse les détruire. Il peut y avoir plusieurs raisons. J'ai déjà été chez une dame qui avait beaucoup de cristaux, des cristaux de collection, des belles pierres. Elle croyait entendre des bruits, des sons, elle se sentait observée. Mais ces cristaux-là enregistrent l'énergie ou dégagent une énergie, un peu comme l'électricité dans une maison. Ça peut enregistrer l'énergie. Les pierres sont vieilles, ils en ont vu d'autres. Ça peut être ton terrain aussi chez toi, mettons. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des esprits chez toi. C'est comme un enregistreur vocal naturel. Ça a enregistré les énergies des personnes qui ont passé, des événements, surtout de colère, de peine, vu que l'énergie était plus forte dans ce temps-là. Ça va les reproduire. Plusieurs phénomènes de hantise se situent près des cours d'eau, alors de l'eau courante, sur des rivières souterraines, ou même si vous avez un gros système d'égout, une espèce d'égout municipal où il y a beaucoup d'eau qui se promène sous le bâtiment, ça peut favoriser parce que ça crée, il y a beaucoup d'énergie là-dedans. Okay? Aussi, les lignes à haute tension, s'il y en a tout près, ça peut aussi favoriser, non pas le phénomène, je me contredis, mais favoriser le fait qu'on peut les percevoir peut-être ou les enregistrer avec nos appareils. Sur les phénomènes aussi qui peuvent être causés par les personnes, c'est à 90 du temps que moi j'ai été avec des amis aller sur des places, la personne qui était là, que ce soit une dame ou un homme, interageait dans l'énergie. On dérange l'esprit. Parce qu'avant ça, la maison qui était une personne, il ne se passait rien, absolument rien. Mais la personne qui était là, son énergie, on en dégage toute une. Même scientifiquement, on peut le prouver. Mais la personne qui arrive là, mettons, est toujours en colère, ça ne va pas bien dans sa vie, il peut déranger l'esprit puis les réveiller. Réveiller un esprit ou même l'attirer. Souvent, on va dans des endroits, c'est pas la maison qui est hantée, c'est la personne qui l'est. L'esprit va s'attacher à la personne parce que ça va lui rappeler en quelque sorte son ancienne vie. Si tout le monde peut voir, vivre ou sentir un phénomène paranormal, je vais vous dire oui, parce que ça arrive toujours par accident. Ça ne prend pas de pouvoir, de dons spéciaux pour voir ou sentir ça. Je pense que ça arrive au moment où on passe, ou on passe au moment où ça arrive. C'est vraiment... On n'a pas de contrôle là-dessus. C'est pour ça que la majorité des gens n'en verront jamais, parce que c'est quand même assez rare que ça arrive, mais nous autres, on en voit un peu plus parce qu'on court après. Mais à ce moment-là, si les phénomènes sont physiques, tout le monde va les constater. On va tous entendre le coup frapper dans le mur, on va tous voir l'objet se déplacer, la flaque d'eau apparaître, par exemple, des choses comme ça. Alors,
Comme tel, oui, tout le monde. Il y a des sensibilités individuelles qui vont faire qu'on ne sentira peut-être pas tous une présence, ou encore qu'on n'entendra peut-être pas tous un son là, qui peut se produire. Mais en général, moi, je pense que tout le monde est apte à percevoir les phénomènes paranormaux qui pourraient se produire. Mon nom est Guy Pinel et je suis témoin de phénomènes paranormaux. Je n'ai pas toujours cru aux phénomènes paranormaux. Je crois que moi, personnellement, je ne suis pas une personne très sensible à ça. Les phénomènes, à présent, je les vis parce qu'il y a quelqu'un dans ma vie avec qui je vis qui, je crois, qui est très sensible et qui attire, j'ai l'impression, ces phénomènes-là. Tout récemment, il s'est passé quelque chose. On vient de déménager dans une nouvelle demeure, c'est un duplex. Nos locataires, on trouvait que le soir, entre 10h30 et 11h, on se demandait ce qui se passait. C'était toujours entre ça et ça. Puis ça durait une vingtaine de minutes à chaque soir. On n'entendait pas vraiment bien marcher. On pensait que les gens, ils se couraient dans l'appartement au-dessus de nous autres. J'ai dit à un moment donné, il va falloir les avertir. Mais ces gens-là sont partis en vacances en Espagne et il n'y avait plus personne dans l'appartement. Ils sont partis 3 semaines. Et puis, 2 jours après, même phénomène. Ma conjointe me regarde, elle dit « T'entends-tu marcher en haut? » Je dis « Oui, j'entends marcher. » La théorie veut que les enfants aient beaucoup de facilité à voir des phénomènes paranormaux, voir des fantômes. Souvent, on va parler des amis imaginaires des enfants, puis on ne sait plus si c'est vraiment un ami imaginaire ou des fois, l'ami imaginaire est capable de dire des choses que l'enfant est supposé ignorer, puis les parents font le saut parce qu'ils disent « Comment se fait que l'enfant sait ça? » Fait que c'est là qu'on se dit les enfants ont plus tendance à voir des choses parce qu'ils sont plus purs, sont plus innocents, ils n'ont aucun problème dans la vie. Curieusement, les femmes s'embêtent plus au cœur de ce genre de phénomène-là. Elles vont en rapporter plus, en tout cas, les cas de prémonition, les cas d'incube. Même dans un cas d'hantise, quand on a une famille impliquée, c'est souvent la mère qui va rapporter le plus de phénomènes, peut-être parce qu'elle est plus à la maison aussi. Alors, c'est difficile de dire si la femme est plus observatrice ou si elle est plus au cœur de ces phénomènes-là.